Bonjour tout le monde, je souhaite faire suite à la série de fiches composants consacrées au NE555 en abordant un point que je n'ai pas encore abordé, le PWM. Celui-ci permet de régler le rapport cyclique, ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Un peu partout sur les sites internet dédiés à l'électronique et à l'Arduino, on aperçoit souvent le terme PWM. Mais qu'est-ce donc cette petite bête? Le PWM est l'abréviation de Pulse Width Modulation qui, traduite en français, signifie modulation de largeur d'impulsion dont l'abréviation est MLI. Le PWM est un signal permettant de faire varier le rapport cyclique et est souvent utilisé pour commander les moteurs, par exemple, de type moteur pas à pas. Mais qu'est-ce donc le rapport cyclique? Prenons l'exemple du NE555. Le rapport cyclique est le rapport entre la durée pendant laquelle la sortie est à l'état haut et la durée pendant laquelle la sortie est à l'état bas. Ce rapport se définit soit par 0 et 1, soit un pourcentage de 0% à 100%. Plus le pourcentage est bas, plus la sortie du NE555 se trouve à l'état bas et inversement, plus le pourcentage est haut, plus la sortie se trouve à l'état haut. Prenons l'exemple d'un circuit basé sur un NE555 monté en instable. Les résistances reliées aux broches 6 et 7 ont la même valeur, soit 10 kΩ. Les LED vertes et rouges permettent de visualiser l'état de la sortie. Quand le circuit est sous tension, nous remarquons que la durée durant laquelle la sortie du NE555 est à l'état haut n'est pas la même que quand elle est à l'état bas. Pour l'expérience, j'ai choisi d'utiliser deux LED afin de rendre plus visible ce phénomène. Ainsi, la LED verte est plus longtemps allumée que la rouge. Dans cette vidéo, je vais montrer comment faire pour équilibrer la durée des deux états de la sortie du NE555. Prenons connaissance du schéma de principe du circuit. Comme le montre ce schéma, j'utilise une diode de type 1N4148 en parallèle à la résistance R2 de 10 kΩ. L'anode de celle-ci est reliée à la broche 7 et la cathode à la broche 6 du NE555. Au moment de la mise sous tension, le condensateur C3 de 47 microfarad commence à se charger. La charge du condensateur ne se fait plus par l'intermédiaire des résistances R1 et R2, elle se fait uniquement par l'intermédiaire de la résistance R1 de 10 kΩ. En effet, la diode ne présentant aucune résistance, le courant issu de la résistance R1 rejoint directement le condensateur C3. Lors de la charge du condensateur, c'est la LED verte qui est allumée car la sortie du NE555 est placée à l'état haut. Dès que la tension aux bandes du condensateur atteint les 2/3 de la tension d'alimentation, celui-ci commence à se décharger par la résistance R2 de 10 kΩ. Pendant ce temps, c'est à présent la LED rouge qui est allumée car la sortie du NE555 est maintenant placée à l'état bas. Le condensateur se décharge jusqu'à 1/3 de la tension d'alimentation. Intéressons-nous aux résistances R1 et R2 ainsi qu'à la diode. Comme les deux résistances ont la même valeur, et le courant ne passant que dans une seule résistance lors de la charge et la décharge du condensateur, grâce à la diode, le rapport cyclique avoisine les 50%. Par conséquent, la durée pendant laquelle la sortie du NE555 est à l'état haut est quasi la même que celle pendant laquelle elle est à l'état bas. Ainsi, on a un signal plus ou moins carré, comme nous le verrons lorsque je relèverai les signaux à l'oscilloscope. Sans cette diode, la charge du condensateur se fait via les deux résistances, ce qui a pour effet que le condensateur se charge plus lentement, la sortie du NE555 est à l'état haut plus longtemps. Lors de la décharge du condensateur, le courant ne passe que dans une seule résistance, ayant pour conséquence que la décharge est plus rapide, plaçant la sortie du NE555 à l'état bas pendant une durée plus brève.
Par conséquent, la durée pendant laquelle la sortie du NE755 est à l'état haut est plus longue que celle pendant laquelle elle est à l'état bas. En outre, on obtient un signal rectangulaire. Pour l'expérience, j'utilise une diode de type EN4148 pour régler le rapport cyclique, mais on peut également utiliser un potentiomètre à la place de la résistance R2 pour avoir, par exemple, un rapport cyclique de 25% ou de 75% selon les besoins. Avant de voir la réalisation pratique sur une platine d'expérimentation, observons le schéma d'implantation du circuit. Sur ce schéma, nous voyons comment sont disposés les composants. Nous y retrouvons le NE555, le condensateur de découplage, la diode EN4148, les résistances de 10 kΩ, ainsi que les LED et leurs résistances de limitation. Voici le circuit ajouté à droite sur la platine. La valeur des composants constituant ce nouveau circuit est la même que ceux du circuit de gauche. Au niveau de la stable de droite, nous observons que la durée pendant laquelle la LED verte est allumée est, à présent, la même que celle durant laquelle la LED rouge est allumée. Nous remarquons également que le clignotement est plus rapide, malgré que j'utilise les mêmes valeurs de composants. Soyez patient, ce phénomène sera démystifié plus loin. Comparons la stable sans la diode et la stable avec la diode en utilisant quelques formules. Pour cela, je calculerai la durée à l'état haut de la sortie du NE555, la durée à l'état bas, le rapport cyclique et la fréquence d'oscillation. Toutes les formules permettant de réaliser ces calculs sont facilement trouvables dans la documentation technique du NE555. Commençons par calculer la durée pendant laquelle la sortie du NE555 sans la diode est placée à l'état haut. Cette durée est définie par la formule suivante. TH égale 0,693 multiplié par l'ensemble RA plus RB, le tout multiplié par C. TH correspond à la durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état haut. 0,693 est une constante. RA est la valeur de la résistance R1. RB est la valeur de la résistance R2. Et C est la valeur du condensateur C3. Ici, je ne vais pas définir des valeurs de composants. Ainsi, les résistances R1 et R2 ont une valeur de 10 kΩ et le condensateur C3 a une valeur de 47 microfarad. Appliquons la formule avec la valeur des composants. TH égale 0,693 multiplié par l'ensemble RA plus RB, le tout multiplié par C. Donc 0,693 multiplié par 10 000 ohms plus 10 000 ohms, le tout multiplié par 0,000047 farad, soit 0,693 fois 20 000 ohms fois 0,000047 farad, ce qui donne une durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état haut d'environ 0,7 secondes. Calculons à présent la durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état bas. Cette durée est définie à l'aide de la formule suivante. TL égale 0,693 fois RB fois C, où TL correspond à la durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état bas. Appliquons la formule avec la valeur des composants. TL égale 0,693 fois RB fois C, donc 0,693 fois 10 000 ohms fois 0,000047 farad, ce qui donne une durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état bas d'environ 0,3 secondes. À présent, calculons la durée pendant laquelle la sortie du NE555 avec la diode est placée à l'état haut. Ici, comme une diode est reliée en parallèle à la résistance R2, c'est comme si elle est absente lors de la charge du condensateur C3. Appliquons la formule avec la valeur des composants. TH égale 0,693 multiplié par l'ensemble RA plus RB, le tout multiplié par C. Donc 0,693 multiplié par 10 000 ohms plus 0 ohms, le tout multiplié par 0,000047 farad, soit 0,693 fois 10 000 ohms fois 0,000047 farad,
ce qui donne une durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état haut d'environ 0,3 secondes. Calculons à présent la durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état bas. TL égale 0,693 fois RB fois C, donc 0,693 fois 10 000 ohms fois 0,000047 farad, ce qui donne une durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état bas d'environ 0,3 secondes. Nous pouvons remarquer que dans cette configuration, la durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état haut est la même que lorsqu'elle est placée à l'état bas. Maintenant, calculons le rapport cyclique du NE555 monté sur la diode. Ce rapport est défini par la formule suivante. Alpha égale E moins RB divisé par l'ensemble RA plus 2RB. Alpha correspond au rapport cyclique. Appliquons la formule avec la valeur des composants. Alpha égale E moins RB divisé par l'ensemble RA plus 2RB. Donc E moins 10 000 ohms divisé par l'ensemble 10 000 ohms plus 20 000 ohms. Ou E moins 10 000 ohms divisé par 30 000 ohms. Soit E moins 0,3 ohms. Ce qui donne un ratio de la durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état haut d'environ 70%. Ainsi, on peut déduire que la sortie est placée à 30% à l'état bas. Calculons à présent le rapport cyclique du NE555 monté avec la diode. Alpha égale E moins RB divisé par l'ensemble RA plus RB. Donc, E moins 10 000 ohms divisé par l'ensemble 10 000 ohms plus 10 000 ohms. Ou E moins 10 000 ohms divisé par 20 000 ohms. Soit E moins 0,5 ohms. Ce qui donne un ratio de la durée pendant laquelle la sortie du NE555 est placée à l'état haut d'environ 0,5 ou 50%. Ainsi, on peut déduire que la sortie est placée à 50% à l'état bas. Enchaînons par calculer la fréquence d'oscillation du NE555 montée sur la diode. Cette fréquence est définie par la formule suivante. F égale 1,44 divisé par l'ensemble RA plus 2RB, le tout multiplié par C. F correspond à la fréquence d'oscillation du NE555 en Hz et 1,44 est une constante. Appliquons la formule avec la valeur des composants. F égale 1,44 divisé par l'ensemble RA plus 2RB, le tout multiplié par C. Donc 1,44 divisé par l'ensemble 10 000 ohms plus 20 000 ohms, le tout multiplié par 0,000047 farad. Ou 1,44 divisé par l'ensemble 30 000 ohms fois 0,000047 farad. Soit 1,44 divisé par 1,41, ce qui donne une fréquence d'oscillation du NE555 d'environ 1 Hz. Calculons la fréquence d'oscillation du NE555 montée avec la diode. Cette fréquence est définie par la formule suivante. F égale 1,44 divisé par l'ensemble RA plus RB, le tout multiplié par C. Dans cette formule, j'ai retiré le chiffre 2 placé devant RB. En effet, avec la diode reliée en parallèle à celle-ci, le courant ne passe plus qu'une fois au travers de R2 pendant la décharge du condensateur. Appliquons la formule avec la valeur des composants. F égale 1,44 divisé par l'ensemble RA plus RB, le tout multiplié par C. Donc 1,44 divisé par 10 000 ohms plus 10 000 ohms, multiplié par 0,000047 farad, ou 1,44 divisé par 20 000 ohms fois 0,000047 farad, soit 1,44 divisé par 0,94, ce qui donne une fréquence d'oscillation du NE555 d'environ 1,5 Hz. Nous pouvons voir que, avec la diode reliée en parallèle à la résistance R2, la fréquence d'oscillation du NE555 est plus élevée que celle du NE555 montée sur la diode, malgré qu'on utilise les mêmes composants. Je le sais, toutes ces formules nous ont donné notre dose de migraine. Néanmoins, elles sont nécessaires pour comprendre le comportement du circuit.
Nous pouvons à présent relever les signaux présents sur la sortie du NE555. Je relèverai d'abord les signaux de la stable sans la diode et ensuite les signaux de la stable avec la diode. Pour ce faire, je n'utiliserai qu'une sonde, par exemple la bleue. Commençons par relier le commun de la sonde, soit le fil noir à la masse. Relions la sonde bleue à la sortie, broche 3 du NE555. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Ce circuit étant instable, il se met à osciller entre un état haut et un état bas dès que l'on met le circuit sous tension. Cependant, nous observons que le signal est rectangulaire, celui-ci étant plus souvent à l'état haut qu'à l'état bas. Cela est dû au fait que le condensateur se charge au travers de deux résistances et se décharge qu'au travers d'une seule résistance. Par conséquent, plus la charge du condensateur est longue, plus la sortie est longtemps placée à l'état haut. À présent, je relie la diode en parallèle à la résistance R2. Ici, nous remarquons que le temps à l'état haut est plus court, alors que le temps à l'état bas est resté le même. Aussi, la forme du signal est modifiée, ressemblant de plus en plus à un signal carré. Si je dis ressemblant, c'est parce que le rapport cyclique avoisine les 50%. Avec le NE555, c'est assez difficile d'y arriver, et la tolérance des résistances des condensateurs y est également pour quelque chose. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle j'ai essayé le plus simplement possible de vous expliquer la modulation à largeur d'impulsion soit MLI et le rapport cyclique. Nous y avons également vu les calculs servant à les définir. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai un montage mettant en pratique cette notion. Pour ne pas rater la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me donner vos retours par le biais des commentaires. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!